Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler du I de illness dans I'm Safety. Doit-on voler lorsqu'on est malade ou qu'on se sent malade? Alors bien entendu, les règles de l'art précisent qu'on engage sa responsabilité lorsque l'on vole malade. Évidemment, assis comme ça, tranquillement, devant une caméra, il est facile de dire « Eh bien, il ne faut pas voler quand on est malade, point ». Sauf que dans la vraie vie, ça se passe pas exactement comme ça, et beaucoup d'entre nous, pilotes, aviateurs de tous bords, sommes vulnérables à pas mal de choses, pas mal de pressions. La première de ces pressions, c'est celle que l'on subit lorsque l'on est jeune, que l'on n'a pas encore compris qu'on était tout à fait mortel, et qu'on a un souci permanent d'obtenir le plus haut niveau de performance. Il y en a d'autres, bien sûr, la pression temporelle, la pression des événements, tout ce que vous voulez, mais celle-ci est très importante parce qu'elle frappe plus particulièrement les plus jeunes pilotes. Je voudrais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a plus de 40 ans, lorsque j'étais pilote stagiaire à la 8e escadre de chasse, donc jeune pilote de chasse breveté, dans un escadron de transformation sur Mystère 4A, qui était un avion particulièrement délicat, surtout lorsqu'on n'avait pas une expérience forte, ce qui était notre cas à tous à ce moment-là. La deuxième chose, dans ces escadrons de transformation opérationnelle, il y avait une grande compétition entre les stagiaires, puisque du classement de sortie dépendait notre affectation sur tel type d'avion ou tel autre, puisqu'on avait le choix en fonction de notre rang de sortie. Un beau matin, donc, je me lève, pas très bien, pas en très bonne forme, légèrement confus, un peu mal à la tête, je me sentais pas très bien, quelques frissons, mais rien de dramatique, et j'avais un vol prévu, un vol de combat prévu, et donc je décide de m'y rendre, et en me rendant vers la base, les symptômes ont commencé à devenir un peu plus importants, je me suis senti beaucoup plus fiévreux. Je me suis dit qu'après tout, qui avait peur était un peu heureux et que j'arriverais bien à m'en sortir. Donc je décide de faire le vol, je ne dis rien à personne, et puis nous voilà partis. Déjà, le moment de l'équipement, mettre le pantalon anti-G, ce qui oblige à se baisser en avant, à faire un petit peu de gymnastique, mettre la May-West, prendre le casque, aller à la piste, prendre l'avion, tout ça. Tout ça m'a semblé légèrement plus pénible que d'habitude. J'avais plutôt chaud, et bon, ma foi, tant pis. Donc nous nous installons dans l'avion, le mécanicien me regarde d'un air tordu en me demandant si ça allait. Je dis oui, ça va. En fait, ça allait pas très bien, je transpirais à grosses gouttes. J'ai eu plein de signaux d'alerte, mais je ne les ai absolument pas écoutés, et on est parti. Et dès le début, dès le roulage, ça a commencé à être compliqué, parce que la maladie se développant en moi, ma fièvre augmentant, j'étais de moins en moins apte à faire ce que j'étais en train de faire, et même le roulage et le décollage ont été relativement plus difficiles que d'habitude. C'est en vol que ça a commencé à devenir compliqué, puisque la mission était une mission de combat. Une mission de combat dit changement rapide de plan, de manœuvre, beaucoup de facteurs de charge, et contrairement à d'habitude, où je me débrouillais plutôt bien, au niveau de mes 22 ans, j'étais en pleine forme physique. Là, ça allait pas du tout, j'arrivais pas à résister aux facteurs de charge, c'est-à-dire qu'à partir de 3G, je commençais à perdre la vision, puisque c'est la première chose qui disparaît sous facteur de charge, et puis surtout, je n'arrivais plus à suivre les évolutions de mon leader, ce qui fait que je me faisais copieusement engueuler à la radio, puisque j'étais absolument pas à ma place. Plus que ça, j'avais une sensation de malaise permanente dans l'avion, et lui, l'avion, il continuait à voler, 450 nœuds, 500 nœuds, etc. Et donc, il fallait quand même essayer, comme d'habitude, d'être devant l'avion. Là, j'étais largement derrière. Et au fur et à mesure du vol, c'était de plus en plus compliqué, puisqu'au fur et à mesure du vol, je suis passé de quelqu'un qui voulait absolument réussir sa mission à quelqu'un qui survivait et qui ne pensait plus qu'à une chose, c'est à poser l'avion et surtout à ne pas le casser.
pas du tout. Nous avons continué la mission, comme si de rien n'était, parce qu'à cette époque-là, on ne demandait pas grâce. On continuait, et donc je suis allé jusqu'au bout, au bout de mes forces, à tel point que je me suis demandé si je serais capable, dans mon avion, à 22 ans, si j'étais capable ou pas de ramener cet avion, et si ça allait pas mal se terminer, voire très mal se terminer. C'est-à-dire qu'au fil du vol, progressivement, j'ai commencé à avoir peur de me planter, parce que j'étais dans l'avion, et que j'étais malade. Voilà, donc finalement, bien entendu, on est rentré, puisque je suis là pour vous le raconter. Pendant le vol, j'ai quand même eu, en plus de ce que je viens de vous décrire, beaucoup de difficultés psychologiques. La première de ces difficultés psychologiques a été bien sûr la difficulté de concentration et surtout de maintien de ce qu'on appelle la SA, le Situation Awareness, pendant le vol. C'est-à-dire que plus le vol allait, moins je comprenais ce qui se passait et dans quel environnement global je me déplaçais. Alors ça, c'est la base de la sécurité, savoir où on en est par rapport à l'environnement. J'ai eu très vite un doute, et le doute est devenu assez rapidement de la peur, que ça se passe mal, et une incapacité à apprendre et à restituer. Donc ça veut dire que j'étais en vol en fait pour rien, puisque l'objectif de ces vols était d'apprendre quelque chose. Et au retour du vol, je préfère ne pas vous parler du sentiment de culpabilité qui m'a envahi lorsque j'ai compris que j'aurais pu y laisser ma peau dans cette affaire. Deux facteurs, la jeunesse, la motivation qui conduisent à se retrouver dans ce genre de situation. C'est une erreur de jeunesse qui n'arrive pas qu'aux jeunes. C'est une erreur qui arrive à ceux qui commencent à se sentir bien. Et dans l'aviation générale, un pilote privé qui commence à avoir 300 ou 400 heures de vol commence à se sentir bien. Et il peut être victime de ce même syndrome. C'est-à-dire, je vais quand même le faire, puisqu'après tout, jusqu'à présent, je me suis toujours bien débrouillé. Le rôle de l'encadrement est fondamental dans ce qui m'est arrivé. Ni le commandant d'escadrille, ni mon instructeur, ni les mécaniciens qui sont toujours très à l'écoute de ce genre de choses, personne n'a réagi. À l'époque, personne ne réagissait à ça, chacun était responsable de lui-même. Fort heureusement, ça a changé, et de nos jours, ce type de situation, dans l'aviation de chasse, ne se produirait plus, parce qu'on fait extrêmement attention à ça, et parce que les pilotes sont briefés, sont formés à dire « Eh bien non, aujourd'hui, je ne me le sens pas, je n'irai pas, parce que le I de I'm safe, eh bien, n'est pas bon. » Lorsque ce genre de choses arrive, malheureusement, parce que ça arrivera toujours, parce que c'est incompressible qu'il y ait toujours ce genre de choses qui puissent arriver, ne pas hésiter à le débriefer. Il n'y a aucune honte à dire « Ok, là, je me suis trompé, mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je me suis trompé, pourquoi j'ai fait ça, et de sorte que vous ne le refassiez pas. » L'état physique dans lequel vous vous trouvez avant de monter dans un avion, eh bien celui-là, il doit être connu de tous pour que, en ultime rempart, si vous n'êtes pas capable de vous arrêter, les autres vous suggèrent de le faire. Je vous souhaite des vols sûrs et bien sûr, en toute safety, c'est en toute sécurité, en toute safety.